Donc, bonsoir, c'est la soirée Data Lake, c'est une des premières soirées, la première soirée Big Data de SWAT en 2016, une des premières soirées sur le sujet. Du coup, je suis très content de l'animer, je vous remercie beaucoup d'être venu. Le thème de ce soir, ce sera les Data Lake, qui est l'architecture Big Data par excellence. L'idée, c'est que stocker des données au fur et à mesure de la vie d'un projet, c'est très intéressant, mais si on commence à en faire des choses si on commence à tirer de la valeur, évidemment, d'un coup, ça a de suite une autre allure. Côté plan, ça va être très simple. A priori, côté prérequis, j'ai pas forcément besoin que vous maîtrisiez le big data, sinon la soirée sert un peu à rien. Donc, il y aura une première partie récapitulative assez rapide sur le big data. Les data lakes, donc l'architecture big data qui se prête le mieux, l'architecture qui se prête le mieux au big data, d'un point de vue métier, et puis une troisième partie beaucoup plus technique qui va se concentrer sur Hadoop et HDFS, Data Lake du point de vue technique. C'est une soirée qui est là pour l'instant interne à SWAT. Elle va petit à petit grandir pour être ouverte au public et après devenir un séminaire. Donc n'hésitez pas à poser des questions, c'est beaucoup mieux si c'est interactif. Je vous demanderai un rôti à la fin de la présentation, je vous expliquerai pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un rôti. Et je suis preneur de tout échange pour améliorer le truc. Ok ? Donc c'est parti. Le big data, là c'est vraiment derrière le mot big data, on a, je suppose, dès que vous avez ouvert un Wikipédia, vous avez eu les 3 V. Quand on peut résumer en mon SI se comporte comme un Minitel, c'est très long, très pénible, ça rame, j'arrive pas à intégrer du volume. Côté vitesse, c'est un peu la catastrophe et mes données sont assez variées. Peut-être si vous avez cherché, vous avez dû voir des sujets comme la BI et le machine learning qui sont apparus dans vos recherches. Hadoop ou pour nos amis microsoftiens Azure et évidemment tout ce qui est le lien avec les données, avec les problématiques NoSQL. Est-ce que jusque-là, ça correspond à peu près avec ce que vous avez pu trouver sur le sujet du big data? Est-ce que vous avez eu autre chose que vous voulez mentionner? Okay. Et en fait, c'est une présentation extrêmement technique. Pour moi, la plus-value du sujet, c'est surtout la partie business. Derrière, moi, j'estime que la meilleure définition qu'on peut donner du big data, c'est quand les solutions standards ne marche pas, quand une architecture 3 tiers avec une base de données relationnelles sont un peu à la ramasse et qu'il faut un peu innover. Que ça soit du point de vue métier pour réaliser des choses comme du machine learning ou vraiment mieux comprendre, vraiment se lancer dans des problématiques comparables à la BI ou pour des problématiques techniques, pour moi la plus-value du truc c'est ce que ça amène en termes métier. Là pour que ça soit un peu plus concret en termes de problématiques auxquels ça répond, je vais vous faire des retours de clients SWAT, de clients en général et des retours de pas clients. Par exemple, il y avait une présentation d'Ypon, rendons-leur grâce, sur les furets. C'était une présentation qui était intéressante parce que les furets, ils avaient une problématique qui était extrêmement simple. Leur SGBDR était complètement rempli et au rythme de la croissance du SI, on atteindrait les limites physiques de la machine à octobre ou novembre de cette année. Donc là, c'était une problématique très simple. Il n'y a aucun SGBDR et aucune machine derrière qui est capable à un prix raisonnable d'encaisser la charge. L'idée des furets, c'était de passer sur du Cassandra et d'utiliser les données avec Spark. Cassandra, qui est une base de données orientée colonne, qui a une propriété qui intéressait beaucoup les furets, c'était que si vous voulez gérer plus de volume, il vous suffit de rajouter les machines. C'est ce qu'on appelle la scalabilité horizontale. Tout le monde, ça parle à tout le monde, Cassandra? Ok, cool. En termes clients, on a eu le cas d'un... Alors, c'est filmé, donc je n'ai pas d'autres données de marque. D'un assureur français très connu avec un nom assez court, qui a eu une problématique qui était très simple. Chaque service, si vous voulez, chaque service avait la connaissance d'une variété de sinistres clients, sinistres relatifs à l'habitation, sinistres automobiles, etc. Mais fondamentalement, il n'y avait aucune application qui centralisait toutes ces informations pour avoir une vue d'un client. Peut-être vous avez entendu parler de Vision 360. C'est une idée très simple. C'est que dans un SI client qui est suffisamment gros,
une application ne peut pas gérer est obligée de gérer un scope métier très fin, ce qui fait qu'on perd de vue toutes les problématiques transverses. Et du coup, on est incapable de parler d'un client. On a un client pour l'assurance habitation, un client pour l'assurance automobile, mais on ne sait pas qui il est fondamentalement. Problématique de cet assureur qui a mis en place une solution Big Data qui lui permettait de rapatrier toutes les données des divers sinistres et d'avoir une vision unifiée de son client. On a également le cas d'une banque également très connue, très bon client de SOAT, dont je ne vais pas te dire le nom non plus, qui voulait mettre en place une solution Big Data pour répondre à une question très simple, mais qui est exactement la même idée d'une problématique transverse. Quels sont les produits financiers qu'on vend le mieux ? Et peut-être vous êtes passé dans vos missions par cette banque. Il se trouve qu'elle est extrêmement silotée, qu'elle a une vision de produits, disons, plus courants, une vision encore de produits exotiques, etc. Et elle n'est pas capable d'avoir une vision de tous ses produits et du coup de tous ses clients. Ça, c'est une problématique métier qui est derrière sous-tendue par une problématique technique qui est on n'a pas de solution de stockage qui nous permette de rapatrier toutes nos données et de vraiment les travailler. Ça, c'est vraiment la partie Big Data expliquée en quelques mots. Donc, il y avait pour les Furets une problématique technique à laquelle ils voulaient répondre et essentiellement des problématiques business pour les autres. Si vous avez des questions sur Big Data, c'est le moment. Sinon, j'enchaîne sur la Data Lake côté métier. Big Data, c'est bon ? Cool. Data Lake, c'est la meilleure définition que je peux vous donner, mais je vais définir le terme un peu après. C'est comment est-ce qu'on fait du Big Data intelligemment. Au même titre que tout le monde ici connaît le paradigme des architectures 3 tiers, le Data Lake, c'est un peu cette problématique. C'est l'équivalent d'une architecture 3 tiers appliquée au Big Data. C'est un peu une 3 tiers sous amphétamine. Là, je vais attaquer sur les problématiques je vais arrêter de le dire, métiers. Et c'est exactement ce que je vous disais sur la partie introductive. Nos clients ont tendance à penser leur appli uniquement en termes de silos. Pour des raisons qui sont extrêmement simples, c'est juste un moyen de gérer la complexité, que ce soit la complexité de ne pas avoir des équipes de 300 personnes ou la complexité métier. Comme ces applications, elles sont parfaitement étanches et silotées, c'est difficile d'avoir des questions transverses, ce qui fait que vous, très concrètement, quand vous rentrez sur une mission, vous vous rendez compte assez vite qu'on traite un problème hyper fin avec des techniques hyper précises. Et c'est particulièrement compliqué pour un client qui a, avec un gros SI, disons, qui a parfaitement siloté toutes ces applis et toutes ces problématiques, ce que je vous disais par exemple avec l'assureur de tout à l'heure, la partie sinistre auto, la partie habitation, la partie juridique. C'est difficile de poser des questions transverses relatives au client. La réponse de ça, c'est un data lake. Et pour vous donner une vraie définition de ce qu'est un data lake, c'est mon slide le plus verbeux. C'est peut-être même, je crois, un des seuls à avoir du texte. Ça reste avant tout une architecture Big Data complète qui répond à toutes ces problématiques-là. J'y reviendrai, mais c'est surtout, d'un point de vue métier, un outil transverse qui revient aux fondamentaux du client. Et évidemment, c'est une équipe qui est un peu plus spécialisée, qui est capable de mettre en œuvre ce genre d'architecture. C'est bien entendu des projets et surtout des use cases clients. Un data lake n'existe pas sans use case client. Pareil, ça paraît assez évident. Concernant l'équipe en particulier, comme ça reste un projet assez nouveau dans ces technologies et assez complexe par rapport au volume de données qu'on va être obligé d'ingurgiter, c'est une démarche itérative qui va être mise en place tout au long du projet. Et du coup, c'est exactement le genre de projet qui se prête à l'agilité. Donc quand on parle d'une architecture Big Data complète, c'est plusieurs problématiques. Le Data Lake, c'est une solution qui est assez récente. Du coup, il s'agit de rapatrier les données du reste du SI dans le lake. C'est la problématique de l'ingestion des données et évidemment de comment on va stocker des volumes aussi gros. Une fois qu'ils sont bien sur le lake et très heureux, on va commencer à traiter les données
Parce que fondamentalement, ces données, elles viennent de plein d'endroits différents, chacun ayant sa propre base de données, avec ses règles métiers, son schéma, voire même son propre vocabulaire. Comment est-ce qu'on traite ces données pour les uniformiser? Comment est-ce qu'on les analyse pour en tirer de la valeur? Ensuite, comment est-ce qu'on supervise une application aussi stratégique? Si jamais vous prenez 10 ou 15 sources de données, forcément, vous aurez envie de vous poser des questions très simples comme est-ce que mon data lake va bien? Est-ce que l'architecture et les machines qu'il y a derrière vont bien? D'un point de vue de la sécurité, vous vous doutez bien que c'est beaucoup moins coûteux d'attaquer un data lake qui comporte 10 ou 15 sources d'applications plutôt que chaque application l'une après l'autre. Vous pouvez être sûr que côté sécurité, c'est quelque chose qui va être particulièrement surveillé. J'attire aussi votre attention sur la problématique de la présentation. C'est très simple. On va manipuler des très gros volumes de données. A priori, si l'utilisateur est un peu connaît pas très bien son métier, il va rapatrier des dizaines de millions de lignes ou des centaines de milliers de lignes et on ne présente pas 100 000 lignes ou 1 million de lignes de la même manière que trois pauvres indicateurs qu'on peut avoir sur les applications plus standards sans que ça soit péjoratif. Voilà ce que c'est un data lake. Des questions sur la définition de lake? Oui. Quand tu dis qu'on va ramener toutes les données, c'est-à-dire que est-ce que les applications qui restent en silo, est-ce qu'elles vont devoir migrer pour pouvoir avoir à se connecter à ce data lake ou elles vont garder leur base de données et il y aura des migrations continues en fait sur leur nouvelle. C'est une super bonne question. Au niveau de la façon dont les clients le font, leur SI, il existe déjà depuis des années. Ils mettent en place le lake. A priori, sur les premières années, disons les 10 ou vraiment pendant longtemps, le lake n'a pas vocation de remplacer le SI client, ce qui fait que toutes les applications vont exister exactement comme avant et vont déverser leurs données sur le lake. Et c'est quasiment transparent pour eux la façon dont on va récupérer leurs données. Avec une connexion à une base de données, par exemple, c'est la seule info dont tu as besoin. Par contre, ça va bouffer un peu en termes de performance parce que. Ça va bouffer un peu en termes de performance et je te cache pas qu'un import massif de base, tu le fais pas aux heures pleines de la production. Alors, par contre, un data lake n'est pas un projet pour faire comme la concurrence, parce que d'un point de vue méthodologique, c'est des projets, comme vous vous doutez, qui sont énormes. Vous ne pouvez pas claquer un tel volume d'argent si vous n'avez pas de but, soit très technique, soit très métier qui justifie l'investissement. Ça n'est pas non plus un super calculateur. C'est pas parce que vous mettez 40 machines les unes à côté des autres et que vous créez un cluster que vous vous débarrassez de tous les problèmes. Un exemple très simple, vous allez rapatrier 10, 15, 20 sources de données différentes, c'est-à-dire 10, 15, 20 façons de considérer un métier. Ça va poser des problématiques de données, de métadonnées, et c'est quelque chose où vous pouvez avoir... Enfin là, c'est du travail intellectuel, quoi. C'est pas parce que vous calculez vite que vous calculez bien, si vraiment on veut le résumer à la hache. Vous savez pas non plus de la BI. Est-ce qu'il y a des amateurs de BI ici? Ok, très bien. Du coup, je vais développer assez vite. La BI, c'est une idée qui date des années 90. C'était l'idée de prendre des volumes, pas forcément gros, d'informations, être capable de sortir un peu de juste la présentation et d'en tirer toute la valeur. On peut faire un data lake juste pour stocker et avoir une grosse puissance de calcul. On n'est pas obligé, même si c'est un peu bête, d'analyser à fond ces données. On peut prendre toutes les solutions de BI comme créer un cube et le créer dans un data lake. Ça n'est pas la même idée, ça n'est pas la même finalité, mais on peut utiliser les techniques de l'un pour l'autre. Surtout les techniques de BI pour un lake. Et j'aimerais aussi vous faire passer l'idée que ce n'est pas un buzzword, c'est vraiment une nouvelle architecture avec des idées derrière assez trapues. HDFS, ça existe depuis 2006, donc assimiler le big data à un mouvement de mode, ça dure quand même depuis 10 ans, c'est assez honorable. Par rapport à la problématique d'un client qui se lance dans le big data, sa première question, la question qui va lui coûter beaucoup de temps, d'argent et d'énergie, c'est comment est-ce qu'on va intégrer un lake. J'aimerais insister là-dessus, c'est une architecture distribuée, c'est une architecture qui utilise du big data, c'est une architecture qui possiblement peut être répartie dans le cloud, c'est quand même un certain challenge technique. C'est aussi particulièrement intéressant pour nous parce que ça va nous sortir un peu de l'habitude des 3 tiers avec un Spring Hibernate et on déroule.
Concernant les solutions qui sont mises en place, donc je l'ai mentionné dans la possibilité du cloud, on a une autre possibilité qui est d'avoir le cluster au sein de l'entreprise. Et dans ce cas-là, en schématisant, on peut utiliser, là dans le monde Java, pour le HDFS, c'est les deux principales distributions, c'est les deux principales boîtes. Hortonworks qui privilégie des solutions exclusivement open source, et Cloudera qui est l'opérateur historique qui utilise une solution propriétaire comme Impala, et les deux qui se trustent la majorité du marché. Intégrer un data lake, ça reste quand même ça reste quand même un nouveau socle matériel, ça reste une nouvelle problématique. C'est une vingtaine de produits parce qu'Hortonworks n'est pas un produit, c'est un éditeur de logiciels qui s'est cassé les dents sur la vingtaine de produits sous-jacents à un lake, qui vous les propose tout packagé et qui vous vend du conseil sur la façon de l'utiliser et aussi du support. Mais on va voir sur la partie plus technique, sur chaque problématique typique du monde Java, on a 1, 2, 3, 4, 5, 10 produits. Alors, un lake. Quand un data lake arrive à maturité, pour moi, c'est vraiment fondamentalement un pilier stratégique du SI. D'une, parce que c'est une base de stockage et que ça permet de décommissionner des bases de données relationnelles, du coup, récupérer aussi une partie en licence. Et surtout, ça permet une vraie analyse des données parce qu'on les a toutes mis au même endroit et que c'est, si vous voulez, c'est interfécond. On peut une fois qu'on a toutes ces données, commencer à poser les problématiques un peu différemment. D'autre part, un data lake, je suppose que l'actualité vous a dit que ça existait dans des grands pays comme la NSA par exemple, enfin, des entreprises comme la NSA utilisent les concepts de lake ou en tout cas de systèmes grandement distribués. C'est la seule solution pour suivre les mouvements d'un certain nombre de mondes. Il y a sur la mise en place d'un data lake et sur son utilisation un certain nombre de points à surveiller, je dirais, plutôt que contre, ou je serais un peu catégorique. Premièrement, c'est que dès qu'on commence à avoir autant de volume de données, on a une passion, surtout en France, pour les mathématiques, et donc on va vouloir les analyser encore et encore et encore. C'est du coup pour ça qu'on embauche des profils particuliers qu'on appelle des data scientists. Et là, un des inconvénients des modèles mathématiques qu'ils mettent en place, c'est que soit le modèle est simple, disons, et l'ensemble du business est capable de le comprendre, soit il a un peu un effet boîte noire. En caricaturant le propos, si vous prenez si vous faites si vous utilisez des réseaux de neurones, personne n'est capable d'expliquer les règles qui justifient que tel client va aller dans telle case ou pas. Ça nécessite un bagage mathématique assez compliqué et à prendre en main pour l'équipe. Le contre le plus évident, ça reste évidemment le coût de la solution. Et concernant la mise en place d'un data lake, d'expérience, quand une organisation apprend qu'elle a la possibilité d'analyser aussi finement ces données, c'est absolument la ruée vers l'équipe parce que le marketing veut affiner sa connaissance du client, parce que le commerce veut être capable de mieux cerner à qui on sera capable de vendre mieux tel produit. Donc l'équipe est submergée de nouveaux besoins et de nouveaux use cases. Je le redis, c'est pour ça que c'est pertinent de considérer un lake avec un accompagnement méthodologique pour que ça ne soit pas la foire. Et par rapport à la démarche, c'est clairement une démarche itérative, donc par essence agile. J'avais entendu aussi dans la session de lutte que j'ai vu qu'au niveau du partage de données, il y en a qui étaient un peu contre aussi au sein de l'entreprise parce que c'était aussi donner un peu un peu caché, par exemple, quand c'était plus commercial, par exemple. Je sais pas comment expliquer le truc, mais il y en avait qui avaient un peu plus de mal à pouvoir partager justement ces données, à les mettre Forcément, dès que si tu fais, sur le cas de la banque que je mentionnais tout à l'heure, si tu mesures qui vend mieux quel produit financier, si c'est ça que tu veux dire, je suppose que les équipes qui en vendent moins, où la solution elle est moins bonne que les autres, ça va un peu les chagriner de partager les données, si c'est ce à quoi tu fais allusion. Ouais, il y avait un peu de ça, ou sinon des trucs sur lesquels certains avaient basé un peu leur modèle économique pour réussir à appâter tel ou tel client, etc.
Et en fait, toutes ces données-là, en fait, c'était des données un peu qu'ils voulaient conserver, qu'ils avaient du mal à se dire qu'on va les mettre justement sur ce big data, en fait. Le fait que ça soit stocké comme ça veut pas dire que c'est ouvert au monde entier, hein. Non, non, mais le fait de le partager, en fait, selon les entreprises, il y a des histoires d'équipe, etc., qui veulent pas Ouais. partager, etc. Oui, tu prends un risque politique d'une certaine manière, ouais. Ouais. Oui. Oui. Ça, c'est. Et lui, il y avait également ce type de problème humain, en fait, qui pouvait arriver. Ah, ça, on est tout à fait d'accord. Dans l'assureur dont je parlais tout à l'heure, oui, c'était assez. Chaque équipe est assez d'accord pour récupérer les données des autres, pour pouvoir les croiser avec sa connaissance interne. Ouais, Par contre, ouvrir les siennes et avoir une transparence maximale, oui, c'est un peu. voilà, c'était ça. Ça nécessite une bienveillance, mais bienveillance des équipes vis-à-vis du projet. Là, sur la partie, waouh, sur la partie métier, j'ai terminé donc 2 fois plus vite que ce que je pensais. Je vais ralentir un peu le débit du coup. On va rentrer dans le cœur de la technique. Est-ce que sur l'utilisation d'un data lake et sa pertinence métier, est-ce que c'est clair? Si vous avez des questions, c'est le moment. Parce qu'après, c'est Técos. Moi j'avais une petite question en fait. C'est quoi le facteur qui a déclenché le besoin d'utiliser les data lakes en fait, pour une société où ils ont plusieurs sites? À part le fait que les données augmentent, c'est quoi le facteur qui fait qu'on a le besoin d'utiliser ce data lake? Alors, d'utiliser le lake, ça vient juste du besoin métier qui est que on a, si tu veux, quand tu arrives à un certain niveau de direction, il y a une certaine frustration de ne pas être capable d'avoir des réponses claires et simples à des questions qui sont pourtant simples. Genre, quels sont nos meilleurs produits, quel service, limite, sert à rien si j'exagère un peu le propos. Donc, maintenant qu'il y a l'appareillage technique du data lake, le métier accepte sur des grosses boîtes avec un budget de R&D extrêmement conséquent de créer un data lake et du coup on en arrive là. Après il y a d'autres raisons, tu as mentionné le stockage qui est aussi une très bonne raison. Est-ce qu'à terme, pareil, les équipes en silo, les projets en silo vont finalement attaquer le data lake en fait, dans une histoire de migration, justement pour arrêter d'avoir leur base, parce qu'il y a aussi une histoire de rapidité de réponse. On sait, c'est que le problème aujourd'hui de la base de données relationnelle, c'est toutes ces relations qui ralentissent, en fait, qui consomment énormément. Et est-ce qu'à la fin, elles ont plus tendance à attaquer le lake plutôt que d'attaquer leur propre base de données personnelle? Oui, alors tu avais le cas, enfin c'est pas catégorique, c'est difficile de dire oui, c'est pas tous qui vont le faire. Tu avais le cas de la banque française que je mentionnais tout à l'heure, qui elle s'est dit que ça serait vraiment une bonne solution d'utiliser de pousser ces données, d'une pour économiser en licence et de deux pour avoir la possibilité d'avoir tout un, enfin de vraiment s'intégrer au cœur du lake et de ne pas prendre 5 ans de retard sur un projet de migration. C'est beaucoup plus facile quand le projet part de commencer à se greffer dessus et de mettre ces données dessus plutôt que d'attendre que la mayonnaise est déjà prise, que l'équipe soit hyper surchargée et que l'intégration soit plus compliquée. Technique? Go. Tout est lié. Tout est lié dans la structure d'un lake parce que l'architecture, c'est un point que je vais vous démontrer. Là, je fais un petit teaser. L'idée, c'est que par rapport à une architecture 3 tiers, les couches sont beaucoup moins perméables. Pour une raison simple qu'on peut résumer là maintenant comme ça, vu les volumes que vous allez calculer, vous allez avoir la tentation d'utiliser des bases de données d'appoint qui vont faire un peu du stockage pour éviter de tout recalculer à chaque fois. Vous allez calculer, stocker pour faciliter l'accès à la couche de présentation par exemple. Ce qui fait qu'une architecture dans un data lake, ça se pense comme un tout en fait. Alors l'architecture de base, vraiment son essence, c'est ça. Vous avez un lake qui existe depuis peu, qui doit s'interfacer avec le reste du SI, donc soit des bases de données, soit des bases de données relationnelles, donc là où ce sera plutôt un mode par batch, encore
ouais, ce sera plutôt un mode par batch, ou des données temps réel indépendamment de leur stockage où il faut les intégrer absolument dès maintenant. Là, par exemple, vous avez peut-être vu l'article sur Metro qui est arrivé aujourd'hui, que le large collisionneur du CERN, à chaque expérience, c'est 300 Tera de données. Donc, vu la durée de l'expérience, c'est vraiment au sens littéral du temps réel. Donc, vous avez des sources externes que vous voulez traiter et intégrer dans votre lake. Ah, ça suit à peu près une architecture 3 tiers. Ici, là, vous avez la partie données, donc avec une base ou des bases qui sont dimensionnées pour encaisser des gros volumes. Éventuellement des fichiers, parce que ça n'exclut pas ici, là, que vos sources externes soient déposées en termes de fichiers. Il faut être capable de les traiter et de les lire. Ici, vous avez toute la partie, l'équivalent de la couche métier, vous l'avez là, possiblement avec du machine learning. Tout ce que je vais vous dire là, c'est relatif au monde Java. Et le framework typique pour les traitements métiers, c'est Spark. Je reviendrai après dessus, il a ses slides dédiés. Sur la partie ensuite de visualisation, vous allez soit taper directement des bases pour vous éviter de tout recalculer, soit vous allez taper de manière assez classique la couche métier. De la même manière que là, c'est souvent ce à quoi on pense sur une architecture 3 tiers, c'est aussi vrai pour un lake. N'oublions pas la supervision, la gouvernance, simplement pour vérifier soit que le data lake va bien, que l'infrastructure va bien, soit être capable de commencer à superviser les volumes, à superviser l'utilisation du lake aussi, et bien évidemment les questions de sécurité. Tout ça sera mentionné. Ce que je veux vous dire, c'est que comme une architecture 3 tiers, une architecture big data, ça reste conceptuellement en stock, on calcule avec une plus grande dépendance, et on a la partie présentation. Petite nouveauté, l'interaction entrante, les sources externes, et on a aussi évidemment des interactions sortantes. Pour vous donner un cas très concret de l'assureur dont je parlais tout à l'heure, il avait un modèle qui permettait de mesurer si un client allait quitter cette compagnie d'assurance ou pas. Donc une fois que le modèle est terminé et qu'il est stocké dans le lake, la question la plus évidente, c'est comment rapatrier ces données jusqu'au commerce, jusqu'au marketing. Là, en l'occurrence, ça prenait la forme d'export. Ça peut être aussi bête qu'un export Excel. Mais voilà, c'est quand même des questions à poser, la sortie de données hors du lake, en plus de la partie DataVis. Si c'est clair sur architecture, après je vais la prendre partie par partie. Et la première partie, c'est collecte, traitement, stockage. C'est la partie haute en haut à gauche, à savoir là, ça. C'est un zoom, ça, sur ça. La problématique, elle est très simple. Le lake existe depuis peu. Il s'agit de l'alimenter en données fraîches qui viennent du reste du SI. Pour ce faire, les problématiques, soit vous avez du temps réel, par exemple du JMS que vous intégrerez des messages, que vous intégrez au fur et à mesure, soit des bases de données qui existent et sur lesquelles vous allez prendre les données et les déverser dans le lake. La problématique là sur un batch, c'est exactement c'est assez classique Il y a deux modes, soit un mode init où vous récupérez l'intégralité de la base et elle est chez vous, et un mode delta qui vient après, qui est de dire tel jour il y a eu telle mise à jour, c'est normal que je les récupère. Le slide d'après, c'est les outils, vous inquiétez pas, tout a été pensé. De même pour le temps réel, il y a des outils qui font ça très bien. Sources externes, comment est-ce qu'on les rapatrie là? La problématique, c'est celle-là. Donc en fait, c'est plusieurs choses. Comment je collecte, comment je traite ces données-là pour les nettoyer, pour les uniformiser, et comment je les stocke. Alors le point important de cette partie, ce n'est pas les données qui vont vous poser des problèmes, c'est les métadonnées. C'est donner du sens à ce que vous rapatriez. Parce que, comme vous avez tous sûrement travaillé depuis un certain temps, vous êtes déjà confrontés à des problématiques de nom de colonne qui ressemblent à rien et sur lesquelles il vous faut de l'aide pour comprendre. Ça, c'est à l'échelle d'une application sur laquelle vous pouvez vous investir au niveau métier. Imaginez un data scientist ou un data engineer qui a une vingtaine de bases à se récupérer. D'autre part, vous vous doutez bien que l'arrivée d'un data lake ne va pas geler le reste du SI. Les sources externes vont également avoir leur propre vie. Ça veut dire sur une base que vous intégrez des nouvelles colonnes, voire des nouvelles tables. Ça veut dire aussi des tables supprimées.
Donc au niveau du traitement et au niveau de l'analyse plus tard, ça veut dire que vous mettez en place une logique métier qui est capable de gérer aussi des évolutions de schéma. La problématique là-dessus, c'est les métadonnées. C'est vraiment le cœur du problème. C'est la source de vigilance là-dessus. Alors côté solution, vous avez un certain nombre d'outils qui sont dans la stack technique relative à Hadoop. Hortonworks vous les package pour vous. Vous avez fondamentalement, pour tout ce qui est rapatrier les bases de données, une solution qui s'appelle Scoop, où vous dites, vous avez besoin des paramètres JDBC, de connexion à votre source externe qui est une base de données. Scoop est fait que pour les bases de données. Vous définissez les requêtes, vous définissez le format ici de destination, et après ça déroule. Concernant les données plus temps réel, on a un outil qui s'appelle Flume, qui est fondamentalement divisé en 3. Ici, là, les données rentrent, elles sont temporisées ici, avec une queue d'une certaine profondeur. Elles sortent ici au fur et à mesure de la capacité qu'a la base Big Data ou le lake en général d'absorber les données. Donc vos données, elles sont pushées là, elles circulent et elles sortent ici. Voilà, c'est tout. Ça, c'est le boulot de Flume. Par contre, se pose très vite la question de synchroniser les traitements. Il ne va évidemment pas y avoir une équipe qui va faire toute la journée uniquement lancer des shells pour rapatrier les données. Vous allez utiliser une sorte de gestionnaire de workflow qui s'appelle Oozie, qui vous permettra de dire telle activité, je la réalise tous les jours à telle heure, et ça vous épargnera les problèmes de table cron, qui de toute façon n'ont pas forcément beaucoup de sens ici. Scoop, base de données, vous définissez votre mode init ou delta, vous pouvez tout à fait le paramétrer là-dedans. Vos bases de données arrivent dans le format que vous voulez ici, et concernant les données temps réel, vous pouvez les mettre en fichier ou directement les mettre là avec Flume. Donc là, concernant la base Big Data, oui. Tu aurais un exemple pour Scoop, comment est-ce qu'il peut faire pour, quand tu veux faire un delta, Ouais. comment est-ce qu'il arrive à retrouver où il s'était arrêté au précédent load? Eh bien, rien n'est magique, tu le lui dis. Au niveau de sa configuration, tu lui dis, voilà, la colonne qui discrimine, c'est ça. C'est-à-dire, tu fais un select ID plus d'autres choses, from ta requête complète, et dans ta configuration, tu dis bien, attention, mes ID, ils ont une valeur croissante, et tu t'arrêtes là. Enfin, il tourne, il voit où il s'est arrêté, il le mémorise, et après, il repart. Pour chaque base de données, tu dois définir la manière dont il va retrouver où est-ce qu'il s'était arrêté la dernière fois. Du style, le dernier ID que j'avais récupéré, c'était celui-là. Ou bien, sur une autre base de données, ce sera peut-être pas à partir des ID, mais à partir de timestamp métier dans les données. C'est à chaque base de données, tu définis comment est-ce qu'il retrouve. Oui, ça a l'air facile quand je vous le présente comme ça, mais oui, effectivement, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser sur l'utilisation de Scoop. Et effectivement, c'est un coût, ma mission chez ce banquier dont je vous parlais tout à l'heure, c'était juste ça. Ça m'a occupé 4 mois. Juste la mise en place de ça, pour que ça tourne. Et là, tu te balades dans les problématiques de configuration, et tu règles les problèmes les uns après les autres. Donc oui, tu es obligé de préciser ça. Qu'est-ce que je vous ai expliqué? C'est Oui, oui. Alors, sauf précision inverse, tous les outils que j'ai mentionnés sont open source. Hortonworks, dont là, c'est des briques, utilise ces solutions et ne fait que de l'open source. Donc, s'il n'a pas de questions sur la partie données, ok. Donc là, la partie analyse, la problématique, c'est vos données sont déjà dans votre base ou sont déjà sous forme de fichiers. Comment est-ce que vous allez réussir à opérer des traitements métiers? Alors, là-dessus, je vais mentionner Hive, qui est en fait un outil qui vous donne l'impression que vous manipulez du SQL en réalité sur des fichiers.
Donc il y a également Apache Drill qui vous permet de faire des requêtes sur différents types de fichiers. Du coup, côté utilisation par les traitements métiers, ça vous donne l'impression que vous faites du SQL. Alors, par contre, c'est évidemment particulièrement dangereux parce que dans Big Data, il y a le mot big et le fait de faire du SQL, ça vous donne l'impression que vous pouvez faire une jointure et que ça va être absolument transparent pour vous. Sur des gros volumes, 1, 2, 3, 4, 5 jointures, ça ne va pas passer particulièrement inaperçu. Donc là, vraiment, pour la partie traitement métier, une solution qui est la solution qu'on voit beaucoup, c'est Spark. Alors Spark qui est assez facile à prendre en main si ça vous intéresse et que vous voulez monter en compétences dessus. Il n'y a pas besoin d'une énorme infrastructure pour commencer à faire jouer avec Spark. Spark reste un bon moyen d'entrer sur le sujet parce que les notions qu'il met en avant, vous allez pouvoir les manipuler de manière très simple. Spark, son boulot, c'est un framework qui vous cache le fait que vous utilisez un environnement distribué. Avec la notion de RDD au niveau du corps, il vous donne l'impression que vous manipulez les structures de données usuelles. En réalité, vos données, puisque vous utilisez un cluster, elles sont réparties à plein d'endroits. Vous vous rendez compte de la problématique, la complexité Java. Si vous devez aller taper telle machine, récupérer telle donnée, faire la jointure, Spark vous cache ça dans sa partie corps. Dans sa partie SQL, c'est la notion de data frame qui est conçue pour vous donner l'impression que vous manipulez une table au sens relationnel. Spark Streaming qui adresse les problématiques de temps réel qui vous permettent en fait d'enchaîner les jobs. La problématique sur le stockage, c'est que vous allez stocker beaucoup de choses sur disque. En plus sur des disques distribués. Ce qui fait qu'en termes d'architecture et de temps de réponse, ça va être infiniment plus long que d'utiliser la capacité de mémoire distribuée d'un lake. Spark Streaming, et en général le fait d'utiliser la mémoire, évidemment, ça va vous permettre de traiter les problématiques de temps réel ou de quasi-temps réel. Je garde le meilleur pour la fin avec Machine Learning. Graphics, qui est le petit dernier de Spark qui permet la manipulation de bases de données graphes. Je vais passer assez dessus parce que j'ai pas vu un seul client l'utiliser pour l'instant. Et moi-même, j'y connais. Voilà. Machine Learning. Alors, Spark a fait un gros effort là-dessus et intègre toute une batterie d'algorithmes de machine learning. Je le redis, Spark est un framework et en réalité, vous pouvez l'utiliser à travers différents langages. Vous pouvez l'utiliser avec Scala, vous pouvez l'utiliser avec Java, vous pouvez faire du Python et vous pouvez faire du R. La raison pour laquelle on a une batterie aussi large de langages, c'est que par rapport à la problématique métier, là, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de data scientists qui vont travailler là. En général, ça reste des mathématiciens avec un bagage de mathématiciens. Ils n'ont pas forcément une grande connaissance de Scala ou Java, ils sont plutôt à l'aise sur du Python ou du R. Donc Spark a choisi de prendre ces deux langages qui sont beaucoup utilisés par les mathématiciens pour faciliter toutes les parties de machine learning. Ça n'empêche pas que vous pouvez le travailler avec du Java. Alors, côté sécurité, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça reste du fait de la centralisation d'autant de volumes de données. Question absolument fondamentale. Les clients, donc là vous avez le cluster. En général, on utilise Kerberos qu'on couple avec un LDAP. Alors, LDAP, vous voyez tout ce que c'est? Voilà, c'est un annuaire qui contient les utilisateurs et potentiellement leurs droits. Kerberos, donc Cerber, qui est un outil de sécurité qui va donner à chaque utilisateur, à chaque machine ou à chaque service le droit de s'exécuter sur le cluster. C'est le b.a.-ba de la sécurité. Au passage, si vous êtes confronté à la problématique, la sécurité d'un data lake, ça va vous coûter infiniment plus cher à mettre en place une fois que le lake est là et que tout le monde a pris ses petites habitudes, notamment les utilisateurs, que de le mettre en place dès le début. D'autre part, Kerberos, c'est quand même pas facile à prendre en main au niveau de l'infra.
Donc, si votre client est là-dedans, posez-lui la question dès le début. Ça va lui faire gagner un temps fou. Et comme de toute façon, on ne vend pas de la prestation exactement là-dessus, ben, nous, on n'est pas perdant. Côté solution de sécurité, donc de barrière avec le cluster, vous avez Knox, dont le but, c'est de toutes les requêtes HTTP. Enfin, en fait, ça vous log les requêtes HTTP qui sont faites sur l'abstraction du lake. Solution assez spécifique. Vous avez Sentry, qui est une gestion des droits beaucoup plus fine, enfin qui est une gestion des droits en fait très fine. C'est l'équivalent de la gestion, enfin, c'est une gestion des droits à grains très fins, donc tel utilisateur a droit d'utiliser telle ressource et pas telle autre. Voilà, c'est des choses qu'on voit assez classiquement en sécurité. Et vous avez Ranger qui centralise, enfin qui reprend un peu des fonctionnalités, surtout de Sentry et un peu de Kerberos, et qui vous donne la même faculté d'autorisation que Sentry, mais avec en plus la possibilité de réaliser des audits de sécurité. Alors, supervision et industrialisation. Là, vous avez une solution qui s'appelle Ambari. Alors, je ne sais pas si au fond, vous voyez vraiment bien. Quel cas, je m'en excuse. Ça vous donne là les indicateurs principaux sur la santé de votre cluster. Sur la première ligne, puisque je ne pense pas grand monde arrive à lire. L'usage du réseau, l'usage de la mémoire, quels datanodes sont en vie. Alors, les datanodes... Bon, c'est pas la peine. L'usage du HDFS, les datanodes, pour la faire très très courte, HDFS attribue des rôles différents à chaque machine du cluster. Et un datanode, comme son nom l'indique, c'est un nœud qui contient de la data. L'usage CPU, etc. Voilà vraiment les indicateurs de base. Côté supervision aussi, ça me permet de placer ELK, donc Elasticsearch Logstash Kibana. Ça parle tout le monde de ELK? Okay. Là, à titre d'illustration, je suis en train de le mettre en place chez le client, chez mon client actuel, qui est un centralisateur de données automobiles. L'avantage énorme de ça, c'est que forcément, comme vous avez beaucoup plus de traitement, vous avez beaucoup plus de volume de log qui est produit, et c'est tout simplement improbable de se balader à la main et de scroller sur un fichier de log. Impossible. Il faut les récupérer, il faut les indexer, et il faut les travailler un peu. Ouzi, que je vous mentionnais tout à l'heure, qui forcément va se poser comme question en termes d'industrialisation, juste pour que tous vos traitements soient à peu près synchronisés. Par rapport à une architecture 3 tiers, là, vous aurez des problématiques plus complexes de synchroniser toutes les sources de données que vous intégrez, de le faire intelligemment pour ne pas interrompre un traitement métier, donc ça veut dire un vrai moteur de workflow derrière. C'est le boulot d'Ouzi. Côté présentation, donc là, on est sur... Donc là, on a couvert tout ça. Ça, la question de la data vis. Alors, je vous ai fait un petit anti-sèche parce que ces deux-là ne sont pas très connus. Là, j'espère que vous l'avez manipulé dans votre vie quand même. Ça reste des outils de data vis. L'idée, en général, Microsoft a très bien compris qu'il était hors de question de dénigrer le sujet. Du coup, l'idée, sur tous ces outils, c'est qu'ils vont s'interfacer avec votre lake. Ça veut dire que vous aurez des connecteurs spéciaux dédiés qui seront disponibles et que vous allez brancher à vos outils à vous. Excel, présente pas. Les deux qui sont en fait des outils de présentation très très beaux et très flashy. Ça fait un effet monstrueux en présentation marketing. L'idée, ça reste de pas tout présenter parce que c'est pas possible. Donc, c'est d'agréger l'information de la manière la plus intelligente, graphique, camembert, n'importe quoi qui serve vraiment l'utilisateur. La problématique de ça, c'est vraiment aussi fondamentalement des questions d'ergonomie. C'est aussi des questions techniques qui sont très simples. C'est que vous n'allez pas
Enfin, un Excel, par exemple, c'est assez limité. Si la personne, elle a un truc agrégé et qu'elle clique dessus, c'est pas forcément tolérable qu'il y ait une requête qui mette 5 minutes pour charger les détails de la ventilation d'un truc. Vous allez devoir, en amont, particulièrement bien penser ce que vous allez afficher pour que ça soit fluide au niveau de l'utilisation. Ça veut dire, vous agréger l'information ou être capable de la précalculer un maximum pour que se balader dedans soit facile et surtout très court en temps. Ça veut dire donc, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la question de l'imperméabilité des couches, vous allez avoir soit des bases d'appoint qui vont servir juste à stocker de la donnée en vue de la présentation, ou vous allez avoir des fichiers qui ont été précalculés. La solution de précalcul, c'est vraiment quelque chose de fondamental à ce niveau-là, pour éviter que toute opération prenne un temps monstrueux. Voilà, donc là, on a couvert à peu près toutes les couches. Je sais que ça a été beaucoup de théories avec beaucoup de noms de ça sert à ça, ça sert à ça. À mon avis, c'est vraiment une bonne façon de commencer à appréhender le data lake, ne serait-ce que d'être capable, étant donné un nouveau produit avec lequel vous allez vous familiariser, de le mettre ne serait-ce que déjà sur un tiers. D'être capable de dire ça sert à ça. Grosso modo, c'est ça son intérêt. Un data lake, là, ça vous a été présenté comme une solution un peu magique pour vraiment analyser les données du client. À titre personnel, moi, j'en suis absolument persuadé. C'est un challenge technique particulièrement intéressant parce que ça nous sort un peu de nos zones de confort, ne serait-ce que par des questions de système distribué, par des questions d'ergonomie vis-à-vis du client. Je regrette absolument pas, moi, d'avoir fait la conversion pour plancher sur ce genre de sujet. Ça nécessite aussi, au niveau de sa mise en place, des équipes qui vont être structurées différemment, des équipes pluridisciplinaires avec des gens qui ont une très bonne connaissance de la data vise, qui vont travailler avec des data scientists, qui vont travailler avec nous, des data engineers, qui vont travailler potentiellement avec un coach agile. Voilà, ça brasse des compétences radicalement différentes. Au niveau du data lake en soi, là, je me suis focalisé sur les solutions Hadoop, que je vous invite à creuser, parce que bon, je vais prêcher un peu pour ma chapelle. C'est aussi, ça va vous coûter un peu moins cher qu'Azure, accessoirement. Et l'idée, c'est que vous avez toute une série de composantes open source, de documentation qui est particulièrement riche, et du coup, ça vous permettra de creuser à loisir, de découvrir par exemple le machine learning, parce que intellectuellement, ça fait un peu plus briller les yeux, et ça vous permettra de mettre un pied dedans et de creuser. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire ces deux-là, pour commencer. Je vous invite à suivre le blog d'Hortonworks, qui est très bien fait, et surtout qui parle de beaucoup de solutions. Hortonworks, investissant beaucoup dans la R&D et les expérimentations, sera capable de vous dire, ok, on a creusé Apache Ranger, on pense que c'est mieux pour telle et telle raison. Celui-là, ça va vous permettre de cerner la problématique plutôt d'un point de vue métier, mais ça pose également des questions techniques. C'est l'introduction, c'est la mise en bouche, si on peut dire. Celui-là est un peu plus costaud et je vous recommande de lire celui-là avant parce que ça va rentrer dans les détails de Avro, c'est tel format de fichier, ça sert à ça, ça a tel avantage, ça a tel inconvénient. Par contre, dès que vous connaissez ça, ça veut dire que vous êtes absolument autonome sur le sujet et qu'on va pouvoir vous trouver des missions juste énormes. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Si vous voulez, on passe aux questions.